Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du commerce en France. Il est en pleine mutation. Deux phénomènes se croisent. D'un côté, la fin du modèle des hypermarchés version années 70. De l'autre, la disparition des petits commerces à cause des grands centres commerciaux périphériques. Le e-commerce est-il le grand gagnant? Est-ce aussi une question de fracture territoriale, voire sociale? Nous ouvrons le débat ce soir sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir deux spécialistes des États-Unis, Jean-Éric Brana à Gérald Olivier. Nous reviendrons sur le tout premier discours de l'État de l'Union de Donald Trump la nuit dernière. Une fois n'est pas coutume, le président américain a lancé un appel à l'unité. Il veut mettre de côté les divergences, trouver un terrain d'entente avec les démocrates. La presse salue un discours présidentiel qui tranche enfin avec les tweets tapageurs de Trump. Est-ce une nouvelle page qui s'ouvre ou une simple stratégie de communication? L'éclairage de nos invités à suivre. L'entretien du jour, nous recevons Renaud Girard. Le grand reporter nous parlera des enjeux du voyage d'Emmanuel Macron en Tunisie. Il est arrivé cet après-midi, 2 semaines après de violentes manifestations contre la hausse des prix. Le chef de l'État érige le pays en exemple de transition démocratique et veut le soutenir. Jusqu'où ira ce soutien? On en parlera avec notre invité. Mais d'abord, ces interrogations autour du modèle commercial français. Il est en pleine mutation, bouleversé par plusieurs phénomènes, le commerce en ligne, mais aussi des envies de consommer autrement. Résultat, la fréquentation des supermarchés classiques a chuté de 4% en moyenne cette année. Certains, comme Carrefour, lancent une grande transformation. Julie Hulin. Carrefour est en pleine tourmente. Longtemps numéro 2 mondial de la grande distribution, l'enseigne s'effondre. La faute à un modèle d'hypermarché en crise, fortement concurrencé par la vente en ligne. Tout juste arrivé cet été, le nouveau PDG Alexandre Bompard se donne 5 ans pour transformer la marque en profondeur. Première mesure choc, les économies. 2400 emplois supprimés sur la base de départs volontaires et 273 magasins ex-DIA sortis du réseau. Deuxième axe, l'investissement. 2,8 milliards d'euros investis d'ici 2022 pour renforcer leur présence dans l'e-commerce. Avec une plateforme marchande unique et le développement de partenariats pour améliorer la livraison. Le client aujourd'hui, il ne veut pas choisir. On ne va pas lui dire qu'il faut choisir entre le site internet, son application et tel ou tel format de magasin. Ce qu'il veut en réalité, c'est à tout moment avoir le meilleur service, le plus fluide, de la plus grande qualité, avec si possible les meilleurs produits et au meilleur prix. Revoir sa stratégie désormais centrée sur l'alimentation pour mieux s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Fini donc les hypermarchés. L'enseigne ouvrira 2000 nouveaux magasins de proximité et 170 drives, tout en développant son offre de produits bio, devenu un marché incontournable. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Martial Bourquin. Bonsoir, vous êtes sénateur PS du Doubs, vous êtes co-rapporteur du groupe de travail sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs avec Rémi Pointreau. Emmanuel Leroc, bonsoir, vous êtes directeur général de Procos, une fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé. Rodolphe Bonas, bonsoir, directeur général de Ceacom Group, agence de conseil en publicité dont les principaux clients sont les grands distributeurs. Et Nathalie Lemarchand, bonsoir, professeur à Paris 8, géographe et spécialiste des questions d'aménagement commercial. Je voudrais tout de suite vous faire réagir à ces propos d'Yves Marin, qui est directeur au sein du cabinet Wavestone, un cabinet de conseil en transformation des entreprises. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a un coup de mou sur le modèle de l'hypermarché. Les plus exposés sont avant tout les structures de plus de 10 000 mètres carrés. Est-ce que oui ou non, les hypermarchés sont en perte de vitesse? Est-ce que c'est la fin du modèle des années 70? Emmanuel Leroc. Alors, il y a deux questions. Est-ce que c'est la fin du modèle des années 70 et est-ce que c'est la fin des hypermarchés? En fait, l'hypermarché rencontre un certain nombre de difficultés. On en a parlé tout à l'heure, le développement du e-commerce, et puis sur sa partie non alimentaire, le développement d'autres acteurs, comme les moyennes surfaces de périphérie sur des acteurs non alimentaires. Donc il y a deux parties, l'alimentaire et le non alimentaire. Et il est probable qu'un des problèmes de fond, c'est notamment la taille des hypermarchés. C'est-à-dire que la logique de se déplacer dans une grande surface pour consommer reste quelque chose d'important en termes de masse de consommation. Probablement que ça s'érode un peu sur un certain nombre de parties pour aller vers le bio ou d'autres manières de consommer. Mais par contre, c'est probablement la taille qui est un problème. C'est-à-dire qu'il y a dans les hyper, il y a des hyper de 2500 mètres carrés et des hyper de... Donc c'est la fin du modèle des années 70, mais pas la fin des hyper, c'est ce que vous nous dites. En tout cas, l'hypermarché doit s'adapter par rapport à cette logique-là. Martial Bourquin, une chute de 4% de la fréquentation en moyenne cette année, c'est un peu plus qu'une désaffection. Ce sont des millions de consommateurs, il y a un modèle en mutation là.
Il y a un modèle en mutation et surtout, il y a une clientèle qui recherche autre chose, c'est-à-dire que de passer des heures dans un supermarché à pousser un caddie. On fait ses courses en beaucoup moins de temps. Et puis surtout, il y a maintenant des personnes qui viennent habiter dans les centres-villes et qui se plaignent de ne pas avoir des magasins de proximité dans beaucoup de domaines et souhaitent vraiment qu'on aborde cette question des cœurs de ville, des cœurs de centre-bourg, afin que nous ayons quelque chose de plus équilibré. Cette fuite en avant des ouvertures a été une erreur. Beaucoup l'ont dit. Simplement, c'est une puissance extraordinaire. L'ensemble des supermarchés et des hypermarchés, c'est environ 120 milliards d'euros de puissance financière par an. Et le modèle français, qui s'est même y compris exporté en Europe, malheureusement, a désorganisé le territoire. Désorganiser le territoire et laisse des friches maintenant commerciales dans les zones de périphérie, mais surtout à vider nos centres-villes. Parce que parfois, il se créait, puis il emmenait 5-6 commerçants de centre-ville dans une galerie marchande. Ce concept-là est dépassé. On a besoin, la ville européenne, c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on va garder la ville européenne ? C'est-à-dire un lieu de convivialité, de culture, d'échange, par rapport à ces surfaces de périphérie qui sont, il faut le dire, des grands monstres commerciaux qui ne donnent pas ce que pouvait donner un centre-ville, bien au contraire. Et alors bizarrement, Rodolphe Bonals, les grands distributeurs n'ont pas vraiment vu le virage arriver. Certains ont continué d'acheter des mètres carrés de surface. Alors il y a eu en effet une course à la croissance, quelque part. Simplement relativiser un petit peu les propos. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a encore à peu près un Français sur 2 qui fait encore ses courses alimentaires dans un hypermarché. Donc le modèle doit muter, mais en tous les cas, le modèle reste quand même assez robuste et assez puissant. Deuxième élément pour éclairer un petit peu le point, ça a été dit, c'est que c'est vrai, c'est la taille en fait. C'est au-delà des 5-6 000 qu'en effet on a une logique de redistribution un peu financière qui est un peu plus compliquée, une rentabilité. Du moins, ça reste rentable, mais si vous voulez, c'est moins performant qu'auparavant. Maintenant, ce que je veux juste simplement éclairer aussi, c'est-à-dire que ce modèle, il a aussi apporté énormément en termes de consommation pour finalement les foyers français. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a apporté ? Je vais vous donner un exemple très précis. Si il y a 70 ou 80 ans, on avait présenté un kiwi à un consommateur, il n'aurait pas su ce que c'était. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ces grands modèles de consommation, finalement, ils ont permis aussi d'irriguer une forme d'ouverture à un certain nombre de produits, à la fois en termes d'offres, à la fois en termes de prix aussi, il ne faut pas l'oublier, pour les Français. Et les Français ne s'y sont pas trompés, parce que ça a été pendant très longtemps un très gros et un très beau modèle. Ça le reste encore aujourd'hui d'ailleurs, un modèle de consommation. Après, je veux rajouter un point par rapport au centre-ville, puisque... on y viendra en détail. Voilà, il faudra vraiment revenir là-dessus. Mais est-ce que je crois réellement que les modèles ne s'opposent pas, En réalité, ils doivent arriver à se compléter. Et je crois que les grands acteurs de la distribution l'ont bien compris, c'était ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'à la fois, dans le plan qui est annoncé, c'est-à-dire qu'à la fois on conserve le même nombre de magasins, c'est-à-dire on croit dans les hypermarchés et dans les magasins, et en même temps, on évoque le fait de dire qu'il va falloir surdévelopper la proximité. Ça veut dire qu'on comprend bien qu'il y a deux modèles qui peuvent vivre l'un avec l'autre. Nathalie Lemarchand, c'est un modèle dépassé, l'hypermarché ? Alors, pour reprendre les propos qui ont été évoqués tout à l'heure, je pense que c'est un modèle qui doit se transformer et qui doit muter, mais dépasser tel qu'il est, oui, probablement. Donc, et surtout les plus grands, comme on vient de le souligner. Donc, ceux d'une taille médiane, voire plus petits, mais 2500 mètres carrés aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore un hypermarché qui peut se qualifier d'hypermarché qui soit à 2500 mètres carrés. Ça s'appelle hypermarché, mais c'est plus vraiment un hyper. Exactement, c'est la taille minimale, mais donc on est plutôt entre 6000 et 8000 mètres carrés. Mais pour revenir sur les facteurs explicatifs aussi du succès de l'hypermarché dans les années 70, c'est pas seulement la formule de l'hypermarché qui peut expliquer son succès, c'est aussi que ça correspondait à une transformation sociétale, urbanistique et économique. Il ne faut quand même pas oublier qu'à ce moment-là, on bascule d'un secteur industriel vers le secteur tertiaire, qui devient le premier secteur économique de l'économie française et dans beaucoup d'autres pays aussi.
ce qui s'accompagne de l'arrivée sur le marché d'un nombre important de femmes. Donc ça va transformer le modèle familial et notamment le modèle d'achat des courses quotidiennes. On va passer des courses quotidiennes à des courses hebdomadaires. Et puis on a une extension de la ville, on a la croissance urbaine, à la fois avec les grands ensembles et puis aussi avec les lotissements pavillonnaires qui vont s'installer de plus en plus loin. Donc ça correspondait parfaitement à un besoin et à un fonctionnement de société. Exactement. Et aujourd'hui, la société est en train de se transformer. Le modèle, je dirais, des ménages, enfin du ménage tel qu'on l'avait dans les années 60-70 a éclaté. On est dans un modèle, enfin il n'y a plus de modèle, il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, on a surtout des modèles qui sont soit avec un adulte ou deux adultes, voire plusieurs adultes, et puis un ou des enfants. Donc on va fractionner ces achats donc, dans plusieurs endroits. On va être effectivement à la recherche d'autres façons de consommer à d'autres moments. Et puis, mais on entend dans ce que dit Rodolphe Bonas une forme de critique qu'on a aujourd'hui sur les hypermarchés, alors que finalement ils nous ont bien rendu service. C'est aussi un peu ce que vous dites, et ils ont apporté quelques produits nouveaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuel Leroc? On critique trop aujourd'hui les hypermarchés alors qu'ils ont été bien utiles? Alors ça c'est sûr, ils ont été bien utiles, et ils le restent pour l'instant sur les problématiques notamment de logique de prix. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même une partie de la population aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Je pense que ce que disait le sénateur tout à l'heure est tout à fait juste. Il y a une partie de la population qui cherche autre chose. Et je dirais d'une manière générale, il ne faut pas confondre l'évolution du commerce et de ses acteurs et l'évolution de la ville. Par contre, c'est totalement lié. Mais en tout cas, le premier sujet, c'est le sujet de la transformation de la consommation et des modèles de consommation. Internet a bouleversé très profondément la capacité d'accéder aux produits et de les mettre à disposition du client. Donc ça, il y a des acteurs qui l'ont plus ou moins bien vu, plus ou moins vite. Et donc, il y a aujourd'hui cette transformation. Ensuite, il y a une partie de l'alimentaire, parce qu'il y a deux grands secteurs, l'alimentaire, dont on parle aujourd'hui, et le non-alimentaire. Sur l'alimentaire, il est vrai que les grands acteurs qui étaient historiquement des acteurs d'hypermarché, ils y sont venus plus ou moins tôt, mais ont repris une politique de réintégration de la ville. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ils ont une volonté, et c'est même presque un peu une guerre de part de marché aussi. Enfin, je pense que guerre territoriale même, voilà. On les voit. Et donc ça c'est enclenché. C'est enclenché dans beaucoup d'endroits. Alors, là aussi, il faudrait rentrer dans les périmètres. C'est enclenché dans les métropoles, dans les villes moyennes un peu, et dans les bourgs pas du tout. Enfin, encore une fois, je pense que là aussi, il ne faut pas être caricatural dans la manière d'approcher les sujets. Mais pour finir, sur l'hyper, moi aujourd'hui, à court terme, rien ne peut remplacer l'hypermarché à court terme. Enfin, quand je dis court terme, à 15 ans, il n'y a pas de modèle aujourd'hui, si on peut dire Amazon ou je ne sais trop qui, il n'y a pas de modèle qui permette de manière lucide, de dire je vais approvisionner 60 et quelques millions de Français en alimentaire demain. Merci. Par contre, les modèles se combinent de plus en plus. Ça veut dire que ça met en cause le modèle économique de l'hyper, son chiffre d'affaires versus ses coûts, parce qu'il y a d'autres modèles qui vont devoir s'adapter. Donc tout le monde est dans cette logique-là. Après, il y a la ville, mais on en parlera peut-être. Oui, on va y venir. Martial Bourquin. Plusieurs remarques. Je partage à la fois ce qui est dit, j'y mets quelques nuances. L'Allemagne, l'Angleterre a eu des hypermarchés, les a mis dans ses centres-villes, en grande partie. Pourquoi cela? Parce qu'à un moment donné, il y avait des règles d'urbanisme qui régulaient l'installation. Et là, c'est l'erreur qu'ont fait certainement la représentation nationale, ce qu'ont fait certains élus qui ont vraiment joué la périphérie. C'est une culture de la périphérie qui s'est mise en place. Culture concernant le logement, on a des centres-villes qui sont... l'habitat est vraiment très dégradé. Ces centres-villes sont paupérisés. Et à côté de ça, les installations commerciales, les flux ont changé. On les a mis en centre-ville. L'habitat s'est mis aussi en centre-ville. Et pire que cela, y compris l'État, lorsqu'il retire des services publics, les met aussi en périphérie. Culture de la périphérie. Et on dit qu'on veut garder la ville. On pouvait faire autrement. Et l'Allemagne, l'Angleterre a fait autrement. Oui. Alors, on va approfondir cette question parce qu'effectivement, en parallèle, il y a cet autre phénomène qui est la dévitalisation des centres-villes, à tel point qu'un plan gouvernemental a été lancé pour les revitaliser, 5 milliards d'euros. C'est Édouard Philippe qui l'annonçait, c'était lors de la 2e conférence nationale des territoires. Écoutez. Nous devons faciliter le retour des commerces au centre-ville.
Il faut pouvoir à la fois, dans un cadre contractualisé, faire une pause dans les installations commerciales en périphérie si le centre connaît une vacance commerciale très élevée, et faciliter l'installation de commerce en centre-ville en allégeant les procédures d'autorisation. Alors, Édouard Philippe nous parle d'une pause. Insuffisant, répond Yannick Jadot. Pour lui, il faut carrément un moratoire. Écoutez. Un gouvernement qui n'arrive pas à faire un moratoire sur toutes les zones commerciales périphériques, alors que nos centres-villes sont en train de crever, que nos artisans dans le centre-ville sont en train de crever. On a des centres-villes qui sont en train de s'effondrer du point de vue de leur vie sociale. Il faut arrêter de faire des grandes surfaces en périphérie. Rodolphe Bonas, nos centres-villes sont en train de crever, nous dit Yannick Jadot. Je vous ai vu lever les yeux au ciel, alors je me dirige vers vous. Oui, vous avez bien fait. En fait, si vous voulez, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a une vision très caricaturale en fait, de cette affaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le commerce, ça répond à une règle très très simple. C'est où on fait commerce, où on ne fait pas commerce. Donc quelque part, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ce qu'on est en train de voir ici autour de la table. C'est que c'est vrai qu'il y a des modifications très importantes des comportements d'achat. On voit très bien les consommateurs qui sont en train de se comporter différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils aiment un peu moins prendre leur voiture et un peu plus rester en proximité des centres-villes. Qu'est-ce qui se passe? Tout naturellement, le commerce se réirrigue les centres-villes. Et c'est ce qu'on est en train de voir aussi bien que les grands centres-villes. Je vous garantis que toutes les grandes métropoles... Seulement, on ne ferait pas de mission. Non, mais ce que je veux dire... Alors, après, il faut être très clair. Là où il n'y a pas de clients, il n'y a pas de commerce. Donc, quelque part, quand on est en train de dire nos centres-villes sont en train de crever, mais en fait, il faut voir comment sont les centres-villes. Si jamais il n'y a pas de clients, il n'y a pas de commerce. Mais moi, je vous garantis que dès qu'il y a une densité de population, il y a commerce. Pourquoi ? Parce que ce qui était vrai il y a 20 ou 30 ans où les gens quittaient les centres-villes pour aller faire leurs courses, quand ils sont en centre-ville, maintenant ils veulent faire leurs courses en bas de chez eux. Les magasins de centre-ville sont devenus les frigidaires et les placards de leurs clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils y vont 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Donc il ne faut pas se tromper. Moi ça m'ennuie toujours d'entendre ça parce qu'à un moment on va finir par irriguer des zones qui sont de base non commerciales. On ne s'installe pas quand il n'y a pas de commerce. Voilà, c'est ça que je... Oui, d'abord, il y a plusieurs choses. On est toujours en train d'évoquer le centre-ville, le cœur de la ville, mais les habitants qui reviennent en ville, ils ne viennent pas tous en centre-ville, ils vont s'installer aussi dans les quartiers péricentraux. Et il faut voir, non pas dans le périurbain, entre le centre-ville et la périphérie. Donc là, il y a une couronne d'habitat, de logements, dans lequel s'installe ou se réinstalle donc aujourd'hui du commerce, et notamment du commerce alimentaire. Donc il y a toutes les supérettes que Carrefour... qu'ils ont développé. Mais il y a aussi des commerçants alimentaires qui étaient là, donc auparavant, ou qui s'installent à nouveau aujourd'hui. Par exemple, alors Biocop, c'est entre 50 mètres carrés et 800 mètres carrés. Il y a 25 magasins Biocop qui ouvrent chaque année. Donc on est là à la fois sur un commerce coopératif du producteur au consommateur et un commerce éthique qui va s'installer dans ces quartiers. Et puis on a du commerce alimentaire spécialisé qui progresse aussi. Son chiffre d'affaires, je crois que c'est plus 4%. C'est ça. Donc c'est l'alimentaire. Et dans le centre-ville, en fait, on a beaucoup, et vous le voyez à travers les images que vous avez derrière, de l'encadrement, du prêt-à-porter. Et là, oui, qu'on va avoir de façon assez importante en périphérie et qui peut être un élément attractif, notamment avec des grandes locomotives comme Ikea, etc. Emmanuel Leroc, est-ce qu'il faut faire une pause alors dans ces installations périphériques? Alors, je crois qu'il est bien, en tout cas, qu'on se préoccupe des centres-villes. Ça, c'est le premier sujet, parce que ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Malheureusement, on ne peut pas revenir à avant 70, parce que peut-être ça aurait pu se passer autrement. Mais la situation d'aujourd'hui, elle est celle d'aujourd'hui. Mais vous l'admettez, effectivement, l'Angleterre, l'Allemagne ont fait autrement. Il y a des pays qui ont contrôlé leur ville autrement, qui ont aussi construit leur logement autrement, et qui ont eu une politique de consommation d'espace différente, et une logique d'encadrement du développement du commerce différente. Ça, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, notre point... Pardonnez-moi, mais les magasins sont différents. Faites vos courses alimentaires dans un magasin allemand, vous allez trouver 10-12 000 références au maximum. Dans un hyper, on en a 30 ou 50 000. Non, mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas le moins de point de départ, mais c'est notre point de départ. Parce que ça ne sert à rien, entre guillemets, d'être sur le passé. Je crois que l'avenir, c'est des modalités de commerce profondément différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas reconstituer le centre-ville d'hier. Ce ne sera pas le même commerce qu'hier. Ça, c'est un premier sujet qu'il faut avoir en tête. C'est qu'il faut inventer le commerce de demain dans les centres-villes. Et deuxième sujet, parce qu'il y a Internet, etc., il faudra moderniser les zones de périphérie. C'est-à-dire que les zones de périphérie, elles existent. Là aussi, on ne peut pas caricaturer et se dire
se raconter une histoire de dire que toute la périphérie réintégrerait les centres-villes demain, c'est totalement faux. En réalité, on est dans un schéma où on doit beaucoup plus travailler sur la combinaison entre les différentes fonctions, le logement, les transports, où les gens habitent versus où ils consomment. Le commerce de proximité n'est pas la même chose que le commerce moins fréquent, c'est-à-dire où vous allez moins souvent, de plus loin, parce que les zones de chalandise sont nécessairement plus loin. Les acteurs vont devoir s'adapter parce que, comme ils vont vendre sur Internet, probablement qu'ils vont avoir besoin d'un peu moins d'immobilier, donc il va falloir revoir tous ces sujets-là. Mais donc, territoire par territoire, ça doit être appréhendé. Pas simplement le centre-ville et le territoire périphérique dans un bassin de vie, et avoir une vision de ce développement. Il est possible que dans un certain nombre de cas, ça aboutisse à dire dans cette ville-là, il faut arrêter de construire des mètres carrés. Ou alors, ils puissent se dire, dans 25 ans, il y a aujourd'hui 3 zones commerciales, dans 25 ans, il y en aura 2. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'il faut mettre sur la table. Dire, par contre, qu'on est en capacité de prendre une décision nationale par opposition, en disant c'est vrai partout, et donc il suffit de prendre une loi qui arrêterait tous les mètres carrés. Honnêtement, en mon âme et conscience, je pense qu'il faut que le commerce physique se modernise s'il ne veut pas se casser la figure face à Internet. Et que pour ça, il y a besoin de travailler pour moderniser l'immobilier, y compris, et apprendre à détruire des mètres carrés. Marcel Bourquin. Oui, l'ambition que nous avons avec Rémy Pointreau, qui est rapporteur avec moi sur cette question, et toute une série de sénateurs de toutes opinions. Le constat est clair. C'est assez grave. Et ça s'accentue. Il faut toucher à plusieurs choses. La première, il faut revoir la loi sur l'urbanisme commercial. Si on faisait, comme c'était dit tout à l'heure, un moratoire, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la loi et au niveau de la législation européenne, ça passerait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réguler des installations. Par exemple, quand un dossier est présenté en CDAC, eh bien, on nous dit on crée tant d'emplois. Combien on en détruit avec ? J'ai vu des installations où il y avait plusieurs cellules commerciales de centre-ville qui suivaient la grande surface et son installation. Cela, ça ne peut pas durer. Et il faut le dire, on a une loi sur l'urbanisme et l'urbanisme commercial. Il faudra rendre aussi les SCOT plus prescriptifs, les schémas de cohérence territoriale, pour faire en sorte qu'il y ait une zone commerciale qui soit prévue et qu'on n'en recrée pas une autre parce que un maire l'aurait décidé juste à côté et faire une concurrence déloyale à un autre maire qui joue son centre-ville à côté. C'est tout cela qu'il faut changer. On va aboutir à une loi. Je pense que le Sénat va aboutir à une loi, une proposition de loi. Et l'idée est simple. Il ne faut plus en faire de nouvelles. Ce qui existe, existe. On ne va pas revenir en arrière. Mais il faut que vous arriviez à convaincre, parce que vous occupez de la communication de ces grandes surfaces, ils étaient avec nous tout de suite. Il faut arriver à les convaincre en disant l'investissement de demain face au e-commerce. L'investissement de demain, c'est les cœurs de ville. Quel concept existe pour rejoindre les cœurs de ville et faire en sorte qu'il y ait entre le physique et le digital des concepts de commerce qui permettent de relancer et que vous serviez de locomotive. Et il y a justement cette autre question. La façon dont il rit me gêne un peu. Non, parce pas que, du tout. Je trouve ça très intéressant. Au contraire, très intéressant. Je suis très heureux de voir que vous êtes favorable au développement de ce commerce de proximité. Ça nous va très très bien. Mais non, au contraire, ils sont tous convaincus de ce que vous venez de dire. Quand vous faites la différence entre ce qui s'est investi dans les hyper et les super, et ce qui s'est investi, ça n'a rien à voir. Dans les centres-villes. Mais ça n'a rien à voir. Nathalie Lemarchand voudrait réagir. Oui, par rapport à ça. D'abord, il y a plusieurs choses, mais vous le savez très bien, avec les lois d'urbanisme commercial, la question du critère économique ne peut pas intervenir. Ce sont aujourd'hui des critères d'environnement écologique, ce ne sont pas les critères de nature économique qui peuvent être pris en compte. La préservation des zones agricoles, si. Ah, là, on est d'accord. Mais on est bien. C'est là qu'on va jouer, vous comprenez bien. Vous évoquiez c'est essentiellement des zones agricoles. Le nombre d'emplois. Ensuite, je pense qu'effectivement, on peut, et à ce moment-là, il faut envisager de pouvoir rendre des friches commerciales à l'espace agricole. Mais faire un moratoire et décider ce qui existe, et on ne peut plus rien créer, ça veut dire que du même coup, vous limitez aussi la possibilité d'une construction de
de lotissement, parce que ce qui compte aussi, c'est de voir qu'on continue à avoir un étalement urbain. Et le premier facteur explicatif de l'étalement urbain, c'est la construction de maisons individuelles, d'un habitat. Donc si vous créez un nouvel espace de logement, d'habitat, de maison individuelle, ces nouveaux habitants, ils vont aller chercher un nouvel espace de consommation. Et donc, vous aurez un projet d'une nouvelle polarité commerciale qui va suivre. On appelle ça la culture de la périphérie. Et je voudrais il faut transformer les mentalités des élus, parce qu'effectivement, les maires sont prêts à autoriser une construction d'un nouveau centre commercial sur l'argument des emplois, et on a évoqué déjà la faiblesse économique, le déclin économique des villes moyennes. Donc pour beaucoup de maires, c'est l'espoir, je dirais, d'un appel d'air économique. C'est encore un argument qui joue, on le sait bien dans les CDAC. Donc, et en espérant qu'ensuite le voisin pourra vous rendre l'appareil. Et si vous permettez aussi, c'est que je souriais plutôt par proximité avec vous plutôt qu'autre chose. Je ne suis pas sûr. Si, j'en suis certain, mais je peux vous le garantir. Ce que je veux simplement dire, c'est que... parce que vos collègues tout à l'heure étaient beaucoup plus intéressés que vous. Ce que vous venez d'évoquer, c'est extrêmement juste, et ça décrit une règle très simple. Là où il y a commerce possible, il y a commerce installé. En fait, c'est juste une règle toute simple. C'est-à-dire où ça fait business, entre guillemets, pardonnez-moi d'être aussi trivial, où ça ne le fait pas. Et donc, mécaniquement, ce qui est un peu gênant, c'est d'imaginer qu'on va arriver à réguler, finalement, et à organiser ce mode de fonctionnement commercial qui repose sur une forme d'agilité. Et cette agilité, elle va être de plus en plus grande dans les années qui viennent. Il va falloir ouvrir des surfaces et enfermer des surfaces de plus en plus vite pour s'adapter à cette logique-là. Et c'est là où on a quand même une logique par rapport au centre-ville et là par rapport aux maires qui gèrent ces centres-villes, c'est qu'il faut voir qu'il y en a pour certains, et c'est ces discours-là qui sont un peu gênants, qui sont dans l'opposition au commerce. C'est-à-dire que pour eux, tout commerce, quel qu'il soit, hormis le commerce indépendant, le seul valable, c'est le commerce indépendant, tout commerce est absolument à bannir des centres-villes. Et on a fabriqué des centres-villes qui sont anti-commerce. On ne peut pas se garer, on ne peut pas circuler, et on a fait des espèces de centres-villes qui, dans certaines villes, sont devenus des sanctuaires. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réinvestir ensemble. Tout à l'heure, l'appel qu'on a lancé était clair. On a demandé à ces grandes enseignes, qui étaient toutes là à table ronde, de venir avec nous, de faire en sorte qu'on relève ce défi du repeuplement des centres-villes et qu'il y ait aussi des services, de tous les services, mais surtout des services commerciaux. Avec une idée, une fiscalité de zones franches, y compris dans des cœurs de ville qui seraient auparavant redessinés. Tout cela va discuter. Quand vous voyez, je vois ce bel habitat qu'on voit. Artisan, boulanger, pâtissier. Oui, mais vous voyez de l'habitat. Il y avait un maire qui nous a dit: reconfigurer un commerce dans ma ville, ça coûte 3 à 4 fois plus cher. Parce que j'ai un centre-ville ancien. On doit plancher sur ces questions-là. Et la loi dont on parlait tout à l'heure doit aborder, la loi sur l'urbanisme, ces questions-là pour qu'il y ait une fiscalité qui soit intéressante, parce que c'est plus facile de faire du business à la périphérie qu'au centre-ville. Emmanuel Leroc. Juste Emmanuel Leroc qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Vous avez raison. Le sujet, c'est de le prendre dans sa globalité. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de faciliter au maximum l'implantation en centre-ville. C'est très compliqué de s'implanter en centre-ville, ça coûte plus cher, donc il y a un avantage concurrentiel négatif. Donc ça, je pense que il y a peu de gens aujourd'hui qui pensent autrement que ça. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, je pense qu'il ne faut pas confondre centre-ville et urbain. C'est-à-dire que, par ailleurs, il faut que la ville rattrape les zones commerciales. C'est-à-dire que, quelque part, il faut qu'on apprenne... Non, mais je sens, c'est caricatural, mais en tout cas, qu'on soit dans un sujet... C'est pas très beau, de réflexion. Non, mais ces zones commerciales, elles vont devoir évoluer. Elles vont devoir évoluer pour être attractives vis-à-vis du consommateur face à une expérience client qu'il a sur Internet. Demain, pourquoi les gens se déplaceraient en magasin si ces magasins ne présentent aucune attractivité? Donc il va falloir, et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut limiter, voire même interdire sur le principe au départ, la construction sur l'espace agricole. Et donc, de dire, ça n'est possible, parce qu'il faut laisser la main aux élus quand même, parce que ça n'est possible que pour autant que toute autre solution ait été étudiée. Il nous reste une vingtaine de secondes. Mais c'est vrai. Déjà, commencez le débat. C'est vrai, comme le dit Nathalie, c'est très important. Et ça, c'est la vision des élus, et c'est pas les CDAC qui changeront le sujet. Si les élus
ont la même approche pour toutes les fonctionnalités de la ville, c'est-à-dire pour le logement, Absolument. pour la logique d'intégration globale des fonctions. Enfin, ça, et on est obligé de s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous reviendrez On sur aurait aimé Public plus de Sénat temps, hein. pour en parler. N'hésitez pas. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Jean-Éric Brana à Gérald Olivier. On va revenir ensemble sur le premier discours de l'État de l'Union de Donald Trump la nuit dernière. La presse salue aujourd'hui un ton plus conciliant que d'habitude, une attitude présidentielle. Que faut-il en retenir? Élément de réponse avec Quentin Calmet. C'est un rendez-vous politico-médiatique immuable aux États-Unis, un discours d'1h20 qui s'apparente à un show télévisé rythmé par les standing ovations. Et pour sa première allocution sur l'état de l'Union, le 45e président des États-Unis a adopté un ton différent de celui utilisé sur les réseaux sociaux. Face aux divisions de son pays, il a fait montre d'apaisement, quitte à tendre la main à ses opposants démocrates. Je demande aux deux partis de s'unir pour nous donner l'infrastructure sûre, rapide, fiable et moderne dont notre économie a besoin et que notre peuple mérite. Avec une pierre d'achoppement depuis plusieurs semaines, la question de l'immigration devenue un point de blocage à Washington. À quelques semaines d'un nouveau possible shutdown, Donald Trump a appelé à dépasser les questions raciales. Nous partageons tous la même maison, le même cœur, le même destin et le même fantastique drapeau américain. Enfin, un dernier point semblait particulièrement contenter le président des États-Unis, les chiffres de l'économie qu'il juge très encourageants, persuadé que le retour des emplois et des entreprises était lié à son élection l'an dernier. Avec nous pour ce match des idées, Jean-Éric Brana, bonsoir, maître de conférence à Paris 2 Assas, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Gérald Olivier, éditorialiste chez Atlantico, spécialiste des États-Unis. Je répète les mots de Donald Trump, comme une seule équipe, un seul peuple, une seule famille américaine. On a quand même été assez frappé par cet appel répété à l'unité, c'était pas dans ses habitudes et au rassemblement. Il tend la main aux démocrates, ça vient de lui ou c'est un travail de ses communicants, Jean-Éric Brana? On peut se poser la question, parce qu'en réalité, il aurait même pu aller plus loin. Vous savez, il avait quand même une occasion exceptionnelle de paraître pour le vrai rassembleur. Le vrai rassembleur. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? En réalité, il aurait pu se tourner vers les démocrates en disant bah écoutez, arrêtons, ça suffit, ça fait une opposition féroce depuis un an, maintenant je vous tends la main, je vous propose un plan d'infrastructure, un plan sur l'immigration, en leur parlant les yeux dans les yeux, en les regardant, puis ensuite en se tournant vers les Républicains, il aurait pu dire écoutez, vous me dites que pour l'immigration je veux faire une amnistie, mais oui, mais en même temps il faut faire un pas vers eux, donc travaillons tous ensemble, parce qu'il a eu cette phrase extraordinaire, on est dans la maison du peuple, le plus beau monument c'est ce congrès, et ça c'est une phrase vraiment très très belle, mais les actes étaient quand même pas là. Donc vous voulez dire qu'il ne le pensait pas? Je dis pas ça, je dis qu'il était peut-être en construction. Gérald Olivier, votre avis sur cette question? Est-ce que ça vient de lui, cet appel au rassemblement? Est-ce qu'on peut imaginer que ça vienne de lui? Ça vient de lui, ça vient aussi de son équipe. Il aurait pu le dire avec un peu plus de cœur, mais c'est son premier grand discours. L'an passé, il avait fait une intervention devant le Congrès, un mois après sa prise de fonction. Un discours d'ailleurs qui ressemblait un petit peu à celui qu'on a vu hier soir. Mais c'est son premier grand discours depuis son discours inaugural. Et dans son discours inaugural, on s'en souvient, il avait parlé du carnage américain. Et il avait dressé un portrait très sombre de l'Amérique. C'était celle que lui laissait son prédécesseur. Lui arrivait pour changer cela. Maintenant, on est un an plus tard. L'économie américaine se porte plutôt bien, voire très bien. Il a réussi à faire passer une réforme fiscale qui est fondamentale dans sa présidence. Donc pour lui, les voyants sont au vert et c'était le moment de rassembler. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a fait cet appel au rassemblement? Parce que 2018 sera l'année de sa réforme concernant l'immigration. Il aura besoin des démocrates pour faire passer son texte. Et juste après cet appel au rassemblement, on a pu voir dans son discours qu'il a dressé les 4 piliers de sa réforme, sans dire que ce n'était pas négociable, mais en faisant bien comprendre aux démocrates que le texte de base était celui-là. Donc il a besoin d'eux, il appelle au rassemblement, c'est parfaitement logique, c'est ressenti et c'est dit à la façon dont Donald Trump dit les choses lorsqu'il est présidentiel. Sauf qu'effectivement, j'allais y venir, c'est un peu peine perdue puisqu'il en vient très vite à sa politique d'immigration qu'il veut encore durcir et en même temps il appelle au rassemblement les démocrates. Il y a quelque chose d'assez contradictoire?
Non, pas tant que ça. Je suis dans votre question tout en répondant à Gérald, parce qu'en réalité, il y a eu un grand discours depuis l'année dernière. Il y a eu le discours des civilisations qu'il a prononcé à Varsovie, qui n'est pas rien comme discours, puisque là, il pose la civilisation américaine, civilisation chrétienne, face à une autre civilisation, celle qui voudrait envahir les États-Unis et la détruire. Là, on est dans un discours présidentiel fondateur, qui d'ailleurs est refusé par la plupart des Américains. Donc c'est ce type de discours qu'on aurait pu attendre hier au Congrès. Il aurait pu faire par exemple comme Johnson, qui avait annoncé sa grande société, sa lutte contre la pauvreté, qui était inspirée par Kennedy, au Congrès, dans le discours de l'Union. Là, c'était solennel. On n'a rien de tel. Là, on a des mesurettes presque, qui sont annoncées, puisqu'en réalité, on connaissait tout, mis à part Guantanamo, qui a été la surprise de la journée. Tout le reste, on le connaissait. Donc, quand il annonce aux démocrates ce qu'il va faire, vous voyez, ils sont tous dans la posture, les uns et les autres, ils font des grimaces, mais tout le monde savait, au mot près quasiment, ce que Donald Trump allait dire. Ce qu'on ne savait pas, en réalité, c'était la durée du discours. Il a même failli faire le record à 8 minutes près. Moi, je suis même surpris qu'il n'ait pas continué pour faire le plus grand discours de tous les temps. Mais, le plus long. Donc, il lui manque 8 minutes. Et c'est Clinton, en plus, qui a fait 2 fois devant. Donc, c'est pas rien. Mais à côté de ça, on n'est pas dans la série des grands discours. On est en revanche dans la série de je me calme, je suis humble. Et ça, c'est vrai que ça a été frappant quand même de la part de Donald Trump. Et qu'aujourd'hui... Et ça tranche avec ses tweets. Ça tranche avec tout ce qu'on a connu de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ce qui est intéressant de remarquer d'ailleurs au passage, c'est qu'il y a un certain temps qu'il n'y a pas eu de tweet. Il y a même des journalistes qui s'en plaignent. Il n'y a plus de réveil matin, il n'y a plus de tweet. Et pour tout vous dire, on a guetté ici dans la rédaction. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des tweets. Voir si ça tranchait avec je faisais référence au discours devant un public américain et un discours dans un contexte politique américain. Le discours sur l'état de l'Union, c'est une tradition, c'est pas toujours des grands discours. On est obligé, quand on est président, de dire que l'état de l'Union est fort. Ça fait partie des choses à affirmer systématiquement. Donc il l'a fait hier soir. Le discours de Varsovie, qui est passé très très inaperçu à l'étranger, c'est un discours très important, mais c'est pas du tout dans le même contexte. Là, on est dans un contexte où le président fait le bilan de son année au pouvoir et présente les défis à relever pour l'année ou les années à venir. On verra. Alors, une des rares annonces de ce discours, effectivement, vous le disiez, Jean-Éric Brana, c'est le maintien de Guantanamo. Donald Trump a signé un décret en ce sens. Écoutez. Aujourd'hui, je tiens une autre promesse. Je viens de signer, là, juste avant de rentrer, un décret ordonnant au ministre de la Défense, qui a fait un super travail. Merci. De réexaminer notre politique de détention militaire et de garder ouverts les lieux de détention de Guantanamo. Alors là, c'est dans la logique des choses où il fait tout aussi pour se démarquer de Barack Obama. On est dans la continuité. Vous savez, depuis un an, il a détricoté absolument tout ce qu'a fait Barack Obama. Il reste encore Cuba, qui n'a pas... C'est prévu. C'est prévu aussi, certainement. De toute façon, il a déjà limité... les Américains n'ont plus le droit d'aller dans 80 hôtels, je crois, alors qu'il n'y en a que 80 sur Cuba, donc ça limite quand même bien les choses. Mais non, très sérieusement, oui, bien sûr, il a détricoté systématiquement les mesures de Barack Obama. Mais hier soir, bien au-delà de celle-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a encore une fois parlé à sa base, mais il a parlé aussi cette fois aux autres Américains. En réalité, il a essayé de passer par-dessus les partis politiques, parler de Guantanamo, parler de mesures précises. Par exemple, souvenons-nous ce qu'il a dit cette nuit. Il a dit on va faire en sorte que les médicaments baissent, le prix des médicaments baisse. Ça, c'est pas rien dans un pays dans lequel, effectivement, aujourd'hui, on a très peur du détricotage de l'Obamacare. La santé est un vrai souci. Et ceux qui ont des soins lourds se demandent comment ils pourront demain payer. Le congé maternité qu'il a annoncé également hier, c'est des annonces de campagne tout ça, mais ils étaient formalisés hier. Il parlait directement aux Américains également en faisant ce genre de choses. Et là, il parlait à la fois aux démocrates et aux républicains, ou surtout aux non-politisés, et voulait faire du pragmatisme. Donc ça va être, je pense, il veut essayer d'avoir un nouveau rôle pour l'année à venir. Je suis en partie d'accord. Il y a une volonté chez Trump d'être l'anti-Obama. Maintenant, en ce qui concerne Guantanamo, il y a quelque chose d'autre derrière. Souvenons-nous que Barack Obama avait promis de fermer Guantanamo. Oui. Il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu pour une raison très simple, c'est que Guantanamo, c'est un espace extrajudiciaire qui est très utile dans le cadre de la guerre des États-Unis contre le terrorisme, contre Daesh, contre les talibans, contre Al-Qaïda.
Et donc, Trump est très content que cette prison puisse continuer d'exister, et c'est pour ça qu'elle va être maintenue ouverte. Ce qui est la surprise, c'est qu'il annonce une telle chose dans un discours sur l'état de l'Union. C'est pas franchement la place de cette annonce, c'est une décision relativement technique, mais d'un point de vue stratégique, elle signifie quand même beaucoup de choses. Elle signifie notamment la poursuite de l'implication des États-Unis, aussi bien en Afghanistan qu'au Moyen-Orient, parce que les terroristes qui vont venir habiter les cellules de Guantanamo, c'est de là qu'ils vont venir. Jean-Éric évoquait quelques autres mesures, notamment sur la santé. Pour moi, c'est ça les mesurettes. Le défaut de Donald Trump dans son discours d'hier, c'est qu'il n'y a pas de détails. Il n'y a pas d'implication. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de coût de la santé aux États-Unis, pas seulement d'assurance, mais un véritable problème de coût. La santé, elle est de très très bon niveau quand on y a accès, mais ça coûte une fortune, y compris les médicaments. Mais c'est pas en annonçant qu'il souhaite voir le prix des médicaments génériques baisser que cela va changer quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je note dans le discours d'hier, c'est qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il s'est impliqué. La question de l'immigration. Sur beaucoup d'autres choses, il s'est contenté d'aborder des sujets dont il sait qu'ils sont dans l'actualité, mais qui, à mon avis, ne seront pas les grands débats de sa présidence. La presse, en tout cas, salue la prestation de Donald Trump à l'image du Washington Post. A New American Moment. Donald Trump s'est comporté en président au moins pour une soirée, dit le journal. Vous êtes d'accord avec cela ? La phrase New American Moment, c'est Donald Trump lui-même qui la prononce. Donc en fait, ils l'ont reprise. Avec ce commentaire, Donald Trump s'est comporté en président au moins pour une soirée. Oui, mais il s'est comporté en président. Enfin, ce serait ridicule de dire autrement. Il était, vous auriez pu mettre n'importe quel de ses prédécesseurs avant, c'était le même discours, de la même façon. Peut-être que les autres ne se seraient pas applaudis eux-mêmes. Mais c'est la seule chose. C'était pour s'amuser, ça, évidemment. Mais non, est-ce que ça veut dire que peut-être une nouvelle page s'ouvre ? Est-ce qu'on peut espérer un changement de forme de président ? Ou alors, je vais vous proposer une autre lecture qui est parce qu'il y en a quand même d'autres lectures qui s'offrent à nous. Alors, il y a effectivement, on peut le croire, et après tout, pourquoi pas. Il a changé, il va nous faire une belle présidence en 2018, tout va aller bien, tout le monde va s'aimer, et on va avoir une grande Amérique. C'est une vision, et Gérald va la défendre dans 2 minutes. Mais Jean-Baptiste Gérald. Mais il y en a une autre. L'autre, c'est que Donald Trump a quand même une idée derrière la tête depuis très longtemps, c'est qu'il veut construire un mur à la frontière sud. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, il a suffisamment répété pendant la campagne, donc on va reprendre chacun de ses discours tous les jours. Et là, depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'il nous fait ? D'abord, il a fait une sortie sur Fire and Fury, il a énervé tout le monde, il a expliqué que Bannon sortait de son équipe, donc on a dit ça s'agit, premier point. Il fait venir les démocrates à la table des négociations. Une fois qu'il obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire d'une part, eux ils ont les régularisations, de l'autre côté il dit qu'il arrête la loterie et il dit qu'il arrête le regroupement familial, à ce moment-là il rajoute le mur et ils disent non là ça fait beaucoup. Et il fait tout exploser, c'est les fameux shithole countries, les pays de et à ce moment-là, il fait tout exploser. On a un shutdown, la dramatisation extraordinaire. Et lui, parallèlement, devient un agneau. Vous avez remarqué, plus un mot, plus un tweet, plus rien. D'ailleurs, même Gérald l'a remarqué. Hein je termine juste. On arrive hier soir, on a les démocrates qui sont, je veux dire, tout le monde est prêt à témoin. Le peuple est là, le peuple est en face, on est en prime time, tous les Américains sont devant, et il leur dit, écoutez, mon plan est en 4 points. 1, régularisation. Oui. Donc il commence par ça en disant, je vous redonne ce que vous voulez. 2, effectivement, on va arrêter cette loterie qui est un peu n'importe quoi. 3, on va arrêter le regroupement familial, mais surtout, on va également mettre un mur. Bien sûr. Vous nous décrivez quand même un très grand stratège, là. Ah, mais je crois que c'est un stratège depuis le départ. Dans la campagne, on pourrait prendre chacun des éléments qui ont été des outrances, et je me rappelle, avec vous sur les plateaux, on a souvent eu l'occasion d'en parler. On se rend compte par la suite qu'à chaque fois, Donald Trump les mettait en scène, et à chaque fois, vous en souvenez, quand je vous disais sur les plateaux, il va gagner 3 points, et il gagnait 3 points dans les sondages. C'est quelque chose qui fonctionne formidablement bien. Il cornérise en réalité l'adversaire. Là, c'est ce qu'il a fait avec le Parti démocrate, qui est bloqué sur un côté défenseur des immigrants, et il dit, mais moi, pendant que vous vous occupez des immigrants, je m'occupe du peuple. Alors, Gérald Olivier. Non, mais je suis pas tout à fait en désaccord avec tout ce qu'il a dit. C'est relativement vrai, notamment sur ce qui s'est passé les dernières semaines. La question de départ, c'était est-ce que Donald Trump a changé ? Personnellement, je ne le pense pas du tout. On aura à nouveau des tweets dans les semaines ou les mois à venir, peut-être ou les heures, ou les jours. On verra ce qui va se passer ce week-end. Par contre, on sait déjà, parce qu'on a pu l'observer, qu'il sait être présidentiel quand la circonstance le demande. Et c'est quelqu'un qui aime bien le décorum.
On l'a remarqué à Paris quand il est venu sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. On le remarque quand il fait une visite à l'étranger. Il adore le tapis rouge. Là, il est la grande vedette de la soirée. Il est introduit dans cette enceinte extrêmement sereine qui est celle du Congrès. Donc, il est très à l'aise et il joue son rôle de président. C'est ce qu'il a fait hier. Après, il reste Donald Trump. Il est très bon stratège quand il s'agit de mettre les choses en place. Et derrière lui, il a aussi un très bon conseiller qui s'appelle Stephen Miller et qui, à mon avis, d'ailleurs, est l'auteur du discours de hier soir. Mais est-ce que Donald Trump va nécessairement changer à long terme? Non, je ne le pense pas. Les événements vont conduire vont dicter sa conduite. Les démocrates, de leur côté, ne vont pas non plus changer de comportement. Il y a toujours une enquête concernant la fameuse collusion russe qui, à mon avis, va ressurgir très rapidement. Et avec cette enquête, on verra les anciens comportements de Donald Trump revenir également. Par contre, se poser la question de savoir est-ce qu'il peut être présidentiel lorsque la circonstance le demande, la réponse est oui. Il nous reste quelques minutes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur un autre homme qui s'est fait remarquer cette nuit, c'est Joe Kennedy. Petit-fils de l'ancien sénateur Robert et petit-neveu de l'ex-président. Il a 37 ans et il est élu au Massachusetts. Il a pris la parole pour les démocrates cette nuit. Écoutez. Mesdames et messieurs, ayez foi. Ayez foi. L'état de notre union est rempli d'espérance, résistante et tenace. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Alors ça y est, il y a déjà beaucoup de commentaires, beaucoup de fantasmes sur est-ce qu'il pourrait être le prochain président, est-ce qu'il faudra compter avec lui sur une prochaine présidentielle, est-ce qu'il est l'anti-Trump? Quel est votre avis sur ce personnage qui est un peu apparu, en tout cas pour les Français, la nuit dernière? Alors pour savoir s'il est l'anti-Trump, réponse oui, catégoriquement. Il est le plus anti-Trump qu'on pouvait trouver aux États-Unis parmi les hommes. Après, il y en a d'autres parmi les femmes. Ensuite, s'il est le prochain président, moi je ne vais pas parier de quoi que ce soit dessus. Je veux dire que s'il est l'étoile montante, il fait partie des étoiles montantes, mais hier soir, la montée a été un peu freinée, non pas parce que son discours n'était pas bon. Le discours, le fond était bon, il était même très inclusif avec des accents de Obama ou de Clinton ou un mélange des deux, peut-être avec un rappel de son grand-père et de son grand-oncle, donc c'était plutôt pas mal. Mais la prestation elle-même n'était pas si bien réussie. Alors on a vu, on en a parlé ensemble à l'instant, le gloss qui a coulé et qui a fait parler sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens n'ont pas commenté le fond de son discours. Et puis la diction elle-même, c'était un peu jeune, on a envie de dire, c'est pas un tribun, il l'a montré hier, alors qu'il s'était très bien comporté face à Ryan au moment de la réforme de l'Obamacare, et que c'est là où il s'était fait remarquer d'ailleurs. Donc il va falloir qu'il mûrisse un peu, qu'il prenne de la bouteille, et il en est contre son 3e mandat de député, qui sont des mandats de 2 ans, donc ça fait pas très longtemps non plus qu'il est dans le Cénacle, et il va falloir que ça grossisse un petit peu, mais peut-être, qui sait, pour 36 ou 40, pourquoi pas. C'est un petit peu loin. Gérald Olivier. Il faut d'abord dire, c'est le petit-fils de Robert Kennedy. C'est le seul Kennedy qui est actuellement un mandat national, alors que les Kennedy ont occupé les bancs du Sénat ou de la Chambre des représentants sans interruption pendant près de 60 ans à la fin du XXe siècle. Il y a eu un très très court moment entre la mort de Ted et l'élection de Joe, donc Joe numéro 3, sans aucun Kennedy au pouvoir, en tous les cas en élu national. Les Kennedy, c'est une famille mythique aux États-Unis. Oui. Ce jeune homme a très belle allure. Il y avait beaucoup d'énergie dans le discours d'hier. Moi, je trouvais que l'énergie était beaucoup plus positive que le contenu. J'ai trouvé que le contenu touchait à ce qui est le problème des démocrates aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas du tout réussi à renouveler leur discours. Je crois quand même que l'Amérique a changé. Je crois que l'élection de Donald Trump a été un moment, on verra combien de temps ce moment dure, mais il y a eu un basculement post-8 novembre, parce qu'on ne croyait pas à sa victoire. Mais il y a eu un basculement post-8 novembre, et en 2020, les démocrates vont devoir renouveler leur discours s'ils veulent avoir une vraie chance de reparvenir soit à la Maison-Blanche, soit même à reprendre le Congrès. Et on est malheureusement obligé de s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Renaud Girard, grand reporter, spécialiste du monde arabe. On va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Tunisie, une visite sous le signe de l'optimisme, nous dit l'Élysée. On en parle juste après cette courte pause. Bonjour à
tous, bienvenue dans Terre à Terre, la nouvelle émission diffusée sur Public Sénat, une émission qui va vous donner envie d'agir et de réagir en matière d'écologie. Je vais vous poser la question aujourd'hui. Une vie sans exploitation animale est-elle possible? Chaque seconde, près de 2000 animaux dans le monde sont tués pour leur viande. Quelles sont les conséquences sur l'environnement? Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. Vous ne regarderez plus votre steak frites de la même façon. On mange pas de poulet, poisson, on mange que des légumes. Non, pas de la viande. Être vegan, c'est penser qu'on va promouvoir un monde où il y aura moins d'exploitation animale et peut-être un jour la fin de l'exploitation animale. Donc c'est pas tant refuser, c'est espérer. Terre à Terre, tous véganes, demain à 23h sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre nouvelle émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Cette dimension morale, au fond, de la loyauté, on n'utilise que dans le côté négatif. Tu as été déloyal au moment de la campagne présidentielle. Le mot de déloyauté est venu très souvent. Voilà, il a été déloyal. Mais au fond, la loyauté, on ne sait pas très bien l'approcher. Parfois, on a des rêves. C'est le titre du livre. On a des rêves pour soi-même qui ne sont pas tout à fait les bons, mais à force, on finit par faire le tri. Tous ces personnages, en fait, dans Les Rêveurs, sont des gens qui auraient pu passer leur temps à rêver leur vie ou à rêver une vie meilleure pour eux-mêmes. Et finalement, quand même, ils arrivent à trouver leur place. Livrez-vous, vendredi à 22h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et pour cet entretien, nous recevons Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes reporter, chroniqueur de politique internationale au Figaro et auteur de ce livre « Quelle diplomatie pour la France » paru l'an dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron érige en exemple la Tunisie en matière de transition démocratique. Je le cite, « La seule expérience de transition réussie après les printemps arabes de 2011 », dit-il. Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a raison sur le plan, disons, parce que la question religieuse, en fait, a été réglée, a été écartée une fois pour toutes. Vous savez, grosso modo, dans le Moyen-Orient arabe, vous avez ceux qui sont partisans d'une constitution laïque à l'européenne, et puis ceux qui sont du côté des frères musulmans, et les frères musulmans, ils disent l'islam est la solution. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi des hommes qui doit s'appliquer, la loi votée par les hommes, mais la loi de Dieu, la charia en l'occurrence. Et en Tunisie, ça a été réglé dans la mesure où tous les partis se sont mis d'accord dans la Constitution, y compris le parti des frères musulmans, dirigé par Hanouchi, qui est un parti qui est là depuis Ennahda, qui s'appelle Ennahda en arabe, ça veut dire la Renaissance, qui est là depuis longtemps, et qui a accepté, qui est un des mouvements de frères musulmans, je dirais, le plus ouvert, et qui a accepté qu'en fait, il y ait une constitution tunisienne laïque qui ne revienne pas sur les acquis considérables qu'avait apporté Bourguiba, donc juste après l'indépendance, l'homme qui a fait l'indépendance de la Tunisie, qu'il a dirigé pendant plus de 30 ans, Bourguiba, et notamment, c'était unique en Tunisie, le droit des femmes, si vous voulez, en Tunisie, quand même, les femmes, c'est le seul pays arabe et musulman où les femmes sont considérées l'égale des hommes. Et ça a été conservé, donc la question religieuse est écartée. Alors maintenant, est-ce que l'économie tunisienne se porte mieux aujourd'hui ou elle se porte mieux en 2010 ? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Elle se comportait mieux du temps de Ben Ali. Vous savez, c'était cet officier de gendarmerie qui dirigeait d'une main un peu ferme la Tunisie en 2010. C'était pas une oppression terrible, mais il y avait une restriction évidente des libertés. C'était pas l'oppression, mais il y avait une restriction des libertés tout à fait claire, et une aspiration d'ailleurs aux libertés de du peuple tunisien. Mais une santé économique meilleure. Elle est aussi là, la question. Est-ce que la situation peut basculer ? On a vu qu'il y a 2 semaines, il y avait des manifestations qui avaient largement dégénéré, plusieurs centaines d'arrestations, à cause de la hausse des prix, à cause des problèmes sociaux et économiques du pays. Est-ce que la situation peut vraiment dégénérer et basculer ? C'est vrai qu'on est en ce moment dans une situation un peu anarchique, pas d'anarchie politique, parce qu'en fait vous avez un jeune
Premier ministre. Le président est très vieux. 91 ans. Il s'appelle Keïta Essebsi, mais il n'est pas du tout gâteux. C'est un homme tout à fait au courant de ce qui se passe, des grands enjeux. Et Emmanuel Macron le rencontre d'ailleurs. Tout à fait. Mais le Premier ministre, qui est à la tête d'un mouvement de coalition, on retrouve à nouveau ce parti dont j'ai parlé, Ennahda, et Nida Tounes, qui a gagné les élections, un parti plus laïque, plus moderniste. Donc il n'y a pas d'anarchie politique, mais en revanche, il y a une anarchie sociale, effectivement. Il y a des revendications qui viennent de partout. Les gens, sans doute avec la globalisation, et on écoute beaucoup les télévisions françaises, on est devenu très revendicatif en Tunisie. Et c'est sûr que l'économie tunisienne ne peut pas combler ce retard, ne peut pas offrir à la population ce qu'elle veut, si bien que beaucoup d'intellectuels tunisiens se posent la question de savoir si est-ce que la prospérité économique ne doit pas être un préalable à la démocratie. Est-ce que la démocratie doit se faire alors qu'il y a encore une grande partie de la population qui est dans la pauvreté et même dans l'analphabétisme. C'est une question qui se pose. Il y a d'autres modèles dans le monde. Il y a le modèle, par exemple, chinois, où il n'y a pas de démocratie, où la démocratie a été... les petites tentatives de démocratie en 1989 a été écrasée dans le sang, balayée à Tiananmen, mais avec une prospérité qui n'a cessé de progresser en Chine. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en Tunisie, à cause de cette anarchie, les investisseurs ne viennent pas en Tunisie. Ils venaient, c'est pas loin de la France, les investisseurs, ils venaient parce qu'évidemment, le coût du travail était beaucoup moins cher. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron est là-bas. L'Élysée, justement, affirme qu'un appel est lancé aux entreprises françaises pour revenir massivement investir en Tunisie. Miser sur les entreprises, c'est clairement la méthode Macron. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut fonctionner? Et est-ce que les Tunisiens peuvent y croire, peuvent croire en Emmanuel Macron? Je pense qu'Emmanuel Macron a... je pense que, d'abord, il a raison de donner cet espoir, de montrer un signe d'amitié à l'amitié, à la Tunisie, parce que la Tunisie a toujours été un pays ami de la France, et quand vous êtes français et que vous allez en Tunisie, vous êtes toujours très bien reçu. Enfin, il y a des liens... Il a parlé de liens exceptionnels. Oui, tout à fait, on peut parler de liens exceptionnels. Il y a eu des petites brouilles, mais même, vous savez... sous Bourguiba, il avait saisi une base militaire française sans demander l'avis de la France. De Gaulle avait envoyé les parachutistes. Mais après, il s'était réconcilié. Il y avait une réconciliation entre Bourguiba et De Gaulle. Donc, en fait, les relations ont toujours été excellentes. Et je trouve ça salutaire que Macron aille donner ce message. Mais il n'a pas, bien sûr que Macron n'a pas le pouvoir. On n'est pas dans une économie étatisée. Au contraire, il veut la désétatiser, lui, Emmanuel Macron. Il veut lui redonner du souffle, du dynamisme, et donc la désétatiser. Eh bien, mais il entretient un peu la lune de miel avec la Tunisie. Tout à fait, mais si vous voulez, la confiance, elle ne se décrète pas. C'est pas un chef d'État qui peut décréter la confiance. C'est ni le chef d'État français, ni le chef d'État tunisien. La confiance, elle doit être sur le terrain. Et aujourd'hui, il faut appeler les choses comme elles sont. Les gens qui vont aller en Tunisie, eh bien, ils ne vont pas en avoir confiance. Parce que les investisseurs, ce qu'ils réclament, c'est de la stabilité. Et c'est vrai que Ben Ali leur donnait de la stabilité, que cette stabilité n'existe plus. Alors, on peut espérer qu'elle revienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu pessimiste, parce que, en fait, la démocratie, c'est l'état de droit qui doit être consolidé. Vous voyez, la démocratie, c'est pas... Tout le monde doit dire tout ce qui lui passe par la tête tout le temps, partout et par tous les moyens. C'est pas ça. La démocratie, c'est l'état de droit, l'état qui rassure à la fois les citoyens dans leur liberté, mais aussi dans leurs biens, dans leurs investissements pour les entrepreneurs internationaux. Et si vous avez un système d'anarchie où l'État, où les règles fixées par l'État, l'état de droit n'est pas vraiment respecté, eh bien les gens ne vont pas aller investir. Et même les touristes ne vont pas avoir envie d'aller passer leurs vacances en Tunisie. Aujourd'hui, malheureusement, ce gouvernement d'union nationale n'est pas encore parvenu. Il y a des problèmes sociaux très graves qui sont peut-être dus à la démographie, peut-être une démographie qui aujourd'hui est plus contrôlée mais qui ne l'a pas été. Donc en fait, il y a en tout cas des problèmes en Tunisie qui ne sont pas réglés. Et bien sûr,
que Emmanuel Macron doit être là pour dire aux Tunisiens et au gouvernement tunisien et au président tunisien, aux autorités tunisiennes, la France est votre amie, la France est à vos côtés pour réformer en fait la société tunisienne, pour y construire un état de droit. De même d'ailleurs, il faut balayer devant nos portes, de même que tout ne va pas extraordinairement bien en France et qu'il y a aussi des réformes solides à faire en France. Et Emmanuel Macron est sur place pendant 2 jours. Merci infiniment Renaud Girard d'avoir été notre invité dans l'entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Quelle diplomatie pour la France. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Plus d'infos sur notre site internet publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info, c'est François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez au cœur du débat.